novembre 1700. Les troupes suédoises débarquent en Livonie et marchent sur Narva, assiégées par les Russes. À 1 contre 3, les Suédois écrasent l'armée ennemie. Le roi Charles XII devient la nouvelle star de l'Europe. La Russie, elle, est tournée en ridicule. Son armée n'a rien de moderne, est mal équipée et élevée à la hâte parmi des paysans qui n'ont aucune expérience militaire, tandis que la noblesse rechigne à l'idée de servir dans l'infanterie. Pourtant, 9 ans plus tard, après avoir investi presque tous les moyens de l'État dans son armée, Pierre le Grand parvient à anéantir les Suédois à la bataille de Poltava. Celle-ci ne pouvait qu'aboutir à une victoire. Elle est le résultat des terribles erreurs stratégiques du roi suédois, mais elle n'en révèle pas moins la Russie à l'Europe. Un siècle plus tard, ce pays, encore vu comme arriéré, deviendra l'une des plus grandes puissances du continent. Attendez, on est allé un peu vite, là non ? Et si on reprenait tout depuis le début ? Mais juste avant, je vais prendre une petite minute pour parler d'Inkoni, sans qui cet épisode ne pourrait pas exister. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, et je vous avais dit que c'était un sponsor qui m'arrangeait bien, parce que j'ai la même adresse mail depuis des années, depuis que je suis sur internet en fait. Et plus le temps passe, plus je me fais spam, et c'est pareil avec mon numéro de téléphone et les appels commerciaux. Bref, c'est l'enfer. Et en gros, c'est souvent la faute de courtiers en données, des entreprises qui ont pour seul objectif de récolter vos données et de les revendre. Le problème, c'est que c'est légal, et c'est là qu'Inkoni m'a aidé. Ils m'ont permis de faire supprimer toutes ces données en 2 clics, ce que j'aurais pu faire par moi-même, mais ça m'aurait pris des heures. Entre la dernière fois où je vous en ai parlé et aujourd'hui, il a fait supprimer celle-ci chez 44 courtiers en données, dont 18 qui n'en collecteront plus jamais sur moi à l'avenir. Et Inkoni fera comme ça sur le long terme des demandes de suppression régulières aux autres. C'est assez important parce que ça permet d'éviter des problèmes plus graves que le spam, parce que dans toutes ces données, il y a parfois des infos très privées qui se baladent, comme votre numéro de sécu. Ou autre exemple, une assurance qui augmente ses tarifs pour vous parce qu'elle apprend grâce à ces données que vous avez une maladie. Bref, plein de choses comme ça. J'ai eu pour vous une belle réduction de 60% sur votre abonnement annuel, qui vous permet de protéger jusqu'à 3 adresses mail et physiques. Pour en profiter, vous avez juste à passer par le lien en description ou utiliser le code EPISTOIRE au moment de vous abonner. Bref, merci encore à eux, et quant à nous, on peut en revenir à l'histoire russe. « 1584. Le tsar de toutes les Russies, Ivan IV le Terrible, meurt. Pendant son long règne, il a réformé et étendu l'immense domaine que ses ancêtres lui avaient laissé. Cette principauté de Moscou soumise aux Mongols est devenue, au fil des siècles, un immense empire indépendant, et le dernier grand état orthodoxe, une 3e Rome. Pourtant, à sa mort, l'état est exsangue. La population s'est appauvrie ou a fui dans des régions plus calmes. Le commerce est anéanti, et le trésor est vide. Pendant des années, il a fait régner la terreur sur l'aristocratie, les boyards, a multiplié les exécutions sommaires, arraché leurs domaines, incendié ses propres villes. Pire, il ne laisse derrière lui aucun fils à même de régner, ce qui mène la principauté de Moscou, la Moscovie, à tomber dans des troubles encore plus terribles après sa mort. Les boyards prennent la tête de l'État, les tsars et les guerres civiles se multiplient. On amène sur le trône imposteurs et souverains étrangers, sans parvenir à arranger la situation. Et les puissances alentours en profitent pour s'étendre aux dépens des moscovites. Il faut attendre 1613 pour que les représentants des provinces et des villes russes se regroupent en une assemblée exceptionnelle, le Sobor, et choisissent par eux-mêmes un nouveau tsar. Ce sera Michel Romanov, le cousin du dernier fils d'Ivan IV. Le jeune souverain se fait couronner à Moscou en juillet 1613. La ville était encore occupée par les Polonais quelques mois plus tôt. Il dénote beaucoup avec Ivan IV. Michel est doux, influençable, et il ne profite pas de l'aura du Terrible, né d'une dynastie qu'on pensait descendante d'Auguste, et figure par excellence du monarque absolu. Michel, lui, doit son pouvoir au Sobor, et celui-ci tiendra une place importante dans la gouvernance du pays pendant toute la durée de son règne, sans pour autant que le tsar ne suive toujours ses demandes. De toute façon, la priorité est de rétablir l'ordre, d'abord contre les ennemis intérieurs, les bandes de brigands qui terrorisent parfois des régions entières, puis contre l'ennemi extérieur, les Suédois qui occupent Novgorod et tout le littoral de la mer Baltique, et les Polonais qui revendiquent toujours le trône de Moscou. Or, les moscovites ont une armée en lambeaux et un pays ruiné. Pas de quoi repousser les troupes modernes et expérimentées qui occupent leur territoire. Pire, il est presque impossible d'imposer la population. La majorité des revenus proviennent alors des taxes qui pèsent sur les marchands, de la vente d'alcool qui est un privilège du tsar, et des prêts à l'étranger, notamment auprès des Anglais. Sans autre choix, les moscovites signent la paix avec la Suède et perdent tout accès à la mer Baltique,
tandis que les troupes polonaises atteignent une nouvelle fois Moscou en 1618, sans parvenir à s'en emparer. La paix est signée quelques temps plus tard et entérine la perte de Smolensk et de Tchernigov. La Moscovie s'est faite dépecer, mais au moins la paix est de retour. Et avec elle, le père du tsar Michel qui était retenu captif en Pologne. Celui-ci est vite lié au pouvoir par son fils. Il reçoit la dignité de Veliki Gosudar, grand souverain, et règne de fait avec son fils, ce qui arrange bien ce dernier qui n'a pas autant d'ambition et d'autorité que son père. Dans les années qui suivent, Moscou réorganise son territoire, augmente les impôts et les monopoles d'État pour remplir ses caisses, prend des mesures pour lutter contre le brigandage et la fuite des paysans, dont une bonne partie sont morts des guerres et des famines ou ont fui vers la steppe, plus tranquille. On force alors ceux-ci à rester sur les terres qu'ils cultivent. C'est un grand pas en avant vers la mise en place du servage, qui était déjà en cours depuis plusieurs décennies, mais qui va complètement à contre-courant de la coutume russe qui défend la liberté de se déplacer des paysans. L'armée aussi reprend du poil de la bête. On se prépare à une nouvelle guerre contre la Pologne, et pour ça, on fait appel à plusieurs milliers de mercenaires et d'officiers étrangers, les seuls à même de former les arquebusiers moscovites, les streltsy, à l'usage des armes à feu et aux techniques modernes qui ont cours en Occident. En 1632, lorsque le roi de Pologne-Lituanie meurt et que Moscou déclare la guerre à son voisin, son armée compte 158 canons et 32 000 hommes, dont plus de 4 000 mercenaires étrangers, tous protestants ou musulmans, parce que les Russes refusent d'engager des catholiques qui sont vus comme les grands ennemis, et entretiennent pour cette raison de bonnes relations avec les pays réformés comme l'Angleterre, la Hollande et la Suède. La campagne échoue sous les murs de Smolensk, et l'armée moscovite finit par capituler. Moscou est en parallèle menacée par un énième raid des Tatars de Crimée. Avec la paix signée en 1635, on réaffirme les droits de la Pologne-Lituanie sur Smolensk et Tchernigov. Si l'expansion vers l'ouest échoue, c'est différent à l'est. L'Empire russe s'étend à grande vitesse en Sibérie où il encourage, par la force ou les promesses de privilèges, l'installation de colons. Ceux-ci rencontrent peu de résistance de la part des populations locales. En 1618 déjà, des Cosaques au service du tsar atteignent Pékin et y reçoivent des lettres diplomatiques de l'empereur Ming, qu'on ne pourra pas lire avant 1675, faute de traducteurs chinois, et on fonde en 1632 la ville de Yakoutsk, si loin à l'est, là où Moscou n'exerce qu'un pouvoir symbolique. C'est avant tout le profitable commerce de fourrure qui encourage cette poussée en Orient. Le tsar Michel meurt en 1645. Son règne n'aura pas été de tout repos, mais la Moscovie commence peu à peu à sortir de la crise pendant celui-ci. Si elle perd des territoires, sa bureaucratie, son armée et son industrie commencent à se moderniser. Sur ses 10 enfants, un seul lui survit, Alexis Mikhailovitch. Il succède à son père et entrera dans l'histoire comme Alexis le très paisible. Le surnom du nouveau tsar dénote beaucoup avec son règne plus qu'agité. La pression fiscale est alors très lourde. C'est pourquoi la population moscovite se révolte sans cesse pendant le règne d'Alexis. Elle touche d'abord les grands centres urbains, mais finissent par prendre la forme de véritables guerres paysannes au fil du temps. Ces soulèvements sont dirigés contre les élites, les boyards, les conseillers, les administrateurs, mais très rarement contre le tsar choisi par Dieu. Au contraire, c'est auprès de lui qu'on cherche de l'aide, de la protection, de la justice. Ces révoltes sont encouragées, en plus, par un chiisme qui divise l'église russe pendant le règne d'Alexis. Celui-ci apporte son soutien à un nouveau patriarche, Nikon, qui s'attelle à rétablir l'orthodoxie originelle, à supprimer les altérations et les erreurs de traduction que les textes russes avaient subies, et à supprimer les originalités et les traditions russes en revenant aux origines grecques de la foi et des rites. Ce qui lui attire de nombreux opposants dans l'église et dans la population. Nikon souhaite rendre l'église russe universelle, attirer à elle ceux qui suivent une autre voie. Ses opposants, au contraire, veulent en sauvegarder son caractère national, l'isoler du monde extérieur, des menaces qui pourraient la transformer. C'est deux visions du concept de la troisième Rome qui s'affrontent. L'Église persécute violemment les vieux croyants, ceux qui suivent les anciens rites et textes russes plutôt que les versions corrigées de ceux-ci. Elle y perd beaucoup en influence, autant auprès des croyants qu'en politique. Cet affaiblissement permettra à l'État russe d'enfin la soumettre au cours des décennies suivantes, tandis que le schisme ne prendra jamais fin. Les vieux croyants auront toujours, pendant toute l'histoire de l'Empire russe, des fidèles. Certains s'exilent à l'étranger, d'autres vivent en exil dans leur propre pays, suivant leurs propres règles et fondant des monastères clandestins. Ils seront les premiers à prendre part aux révoltes contre le pouvoir. D'un autre côté, si les impôts augmentent grandement, la bureaucratie, elle, reste très limitée. L'administration centrale n'engage que 2000 personnes. Alors, pour que le pays puisse tourner, que les lois et les impôts soient respectés, se mettent en place de lourds mécanismes de contrôle et de répression. Les frontières d'abord sont solidement gardées, pour éviter que n'importe qui entre dans le territoire, bien sûr, mais surtout pour éviter que quiconque en sorte. L'État a peur de perdre des serviteurs et des revenus,
Ce qui était si simple dans le passé, quand les paysans et les boyards étaient libres de voyager de principauté en principauté et d'offrir leurs services aux princes qui souhaitaient. Désormais, si quelqu'un quitte le territoire sans autorisation, sa famille est torturée, puis exilée en Sibérie. Et s'il a le malheur de revenir, il est soit exécuté, soit soumis à la torture en guise de punition. Et de fait, les Russes qui goûtent à l'étranger n'ont qu'un désir de rentrer en Moscovie. Le pays est pauvre, peu accueillant. En comparaison, la Pologne fait rêver. Sur la douzaine de jeunes nobles que le gouvernement avait envoyé étudier en Angleterre, France et Allemagne après le règne d'Ivan IV, pas un seul n'a fait le choix de rentrer à Moscou. L'État encourage aussi la délation. Quiconque cherche à cacher des revenus doit être dénoncé, que ce soit un seigneur par ses paysans ou un roturier par ses pairs. Si un crime économique est découvert sans avoir été dénoncé, les familles coupables de non-délation sont exécutées, enfants compris. Et de toute façon, les paysans sont naturellement enclins à dénoncer ce genre de choses, parce que la responsabilité économique repose sur la communauté. Si quelqu'un est dénoncé, il est immédiatement arrêté et soumis à la torture. Mais en général, l'accusateur est lui-même torturé à son tour, parce qu'on le suspecte de dissimuler des informations. Une autre raison de la colère populaire et des impôts élevés, ce sont les nombreuses guerres qui ont cours pendant le règne d'Alexis. Il entre en 1654 en conflit avec la Pologne. Cette fois, l'objectif est avant tout de défendre la Petite Russie, la région où on parle l'ukrainien, qui n'a jamais été rattachée à Moscou et qui a suivi une voie très différente de celle-ci après la chute de la Russe de Kiev. Je dis bien défendre et pas conquérir, parce que la région est en révolte ouverte contre Varsovie depuis des décennies. Ça s'explique par tout un tas de problèmes qu'on abordera dans les épisodes dédiés à la Pologne. Ils ont mené les Cosaques à entrer en rébellion avec succès, jusqu'à obtenir une grande autonomie. Ces Cosaques, ils sont apparus au siècle dernier pour répondre aux raids tatars trop nombreux. Ils se sont organisés localement et sont devenus d'excellents cavaliers en menant eux-mêmes des raids contre les Tatars de Crimée et les Turcs. De fait, ils ont attiré vers eux beaucoup de paysans ukrainiens qui n'en pouvaient plus de leurs conditions de serre, si bien que lorsqu'ils entrent en révolte contre Varsovie, leur armée compte plus de 100 000 hommes. Les Cosaques, dirigés par un hetman, c'est-à-dire un commandant en chef, ont fini par proposer au tsar de devenir ses sujets, cherchant un soutien dans leur lutte contre leur souverain polonais. Ce qu'Alexis le très paisible accepte, une fois sûr de pouvoir supporter une guerre contre son voisin. Et pour une fois, son entreprise en Pologne se passe bien, très bien même. Les villes tombent les unes après les autres, et d'autres puissances finissent par en profiter pour s'en prendre aux Polonais. La victoire est totale. Pourtant, avec la paix signée en 1656, les moscovites sauvegardent la Petite Russie, mais rendent toutes leurs conquêtes, en échange de la promesse que le tsar soit élu roi de Pologne-Lituanie à la mort du souverain actuel. L'hetman cosaque n'est pas convié aux négociations, malgré ses demandes. En devenant sujet de Moscou, il devient un esclave du tsar comme un autre. Et puis, les Cosaques supportent mal la présence russe. Le tsar ne compte pas leur laisser une grande autonomie, et ses administrateurs reçoivent un pouvoir très important dans les villes ukrainiennes. Alors, l'armée cosaque change de camp. En 1658, l'hetman passe un traité avec les Polonais. La Petite Russie devient une nouvelle composante de la République des deux nations, la fédération qui réunit la Pologne et la Lituanie. Cette nouvelle Ukraine autonome prend le nom de Grande Principauté russe. D'un coup, les Ukrainiens gagnent tous les privilèges dont ils rêvaient, bien plus que tout ce qu'ils n'auraient jamais pu espérer en devenant sujet du tsar. Les Cosaques se sont mis sous la protection de celui-ci parce qu'ils cherchaient un allié, pas parce qu'ils se sentaient proches de la Moscovie et de son peuple. Et de fait, pendant un siècle encore, ils n'hésiteront pas à se rapprocher de la Suède, de la Pologne, des Tatars ou des Turcs pour se libérer du joug russe. Et justement, l'année suivante, les Cosaques aidés par les Tatars de Crimée mettent en pièces l'armée moscovite envoyée pour les mettre au pas. Moscou repart alors en guerre contre la Pologne qui a brisé le traité de paix, mais subit cette fois défaite sur défaite, ce qui ne l'empêche pas de réaffirmer son autorité sur les Ukrainiens en attisant les désaccords entre Cosaques. De son côté, le roi de Pologne fait face à une grave révolte de la noblesse, tandis que les Turcs profitent du conflit pour mettre la main sur tout l'ouest de la Petite Russie. Moscovites et Polonais cherchent alors une solution pacifique au conflit qui commence à leur coûter cher. Les deux camps aimeraient se réconcilier et pouvoir se concentrer sur leurs véritables ennemis, la Suède et l'Empire ottoman. S'engagent alors des pourparlers qui mènent finalement à un traité en 1667. Avec celui-ci, Moscou récupère Smolensk, la Sévérie ainsi que la rive gauche du Dniepr, Kiev comprise. Moscou connaît aussi des conflits avec la Chine, loin à l'est, au sujet de la Sibérie. Ceux-ci se concentrent surtout autour de la forteresse d'Albazine, que les Tsing assiègent à plusieurs reprises. La frontière entre deux empires ne sera fixée qu'en 1689 par un traité. Alexis le très paisible, lui, meurt en 1676. Lui succède son fils aîné, Fyodor Alexeyevitch, qui est très malade. Il ne règne que 6 ans, mais subit malgré tout de nouvelles guerres, alors que les troupes du sultan ottoman, qui occupent la moitié occidentale de la Petite Russie, s'apprêtent à conquérir l'Ukraine moscovite.
Une trêve de 13 ans est signée avec la Pologne-Lituanie en 1680 et une autre de 20 ans avec l'Empire ottoman en 81. Fiodor meurt déjà l'année suivante. Il a alors 2 parents qui pourraient prétendre à lui succéder. Son frère Ivan, âgé de 16 ans, qui a lui aussi la santé fragile, et son demi-frère Pierre, âgé de 10 ans, qui lui se porte très bien. C'est Pierre qui est choisi par le Sobor, mais la sœur d'Ivan, Sophie, refuse sa décision, excite le peuple de Moscou et s'attire le soutien des Streltsy, les arquebusiers qui font la police dans la ville. La capitale tombe entre leurs mains pendant 3 jours. Plusieurs personnalités du gouvernement sont exécutées et leurs maisons pillées, jusqu'à ce que les arquebusiers soient grandement récompensés par Sophie pour ce service. On décrète finalement que la Moscovie aura 2 tsars. Ivan et Pierre régneront ensemble. Et évidemment, le pouvoir réel reste entre les mains de la régente, Sophie. Mais les Streltsy ont goûté au pouvoir. Ils se rebellent encore à 2 reprises et s'emparent du Kremlin, forçant le gouvernement à fuir la capitale. L'événement prend fin alors que les Streltsy se rendent par eux-mêmes à Sophie et par l'exécution de quelques meneurs. Cette régence est aussi marquée par la signature d'un traité de paix perpétuel avec la Pologne en 1686, une alliance dirigée contre la Crimée et l'Empire ottoman. S'ensuit une campagne contre le Rana de Crimée qui est un fiasco où plusieurs dizaines de milliers de Russes perdent la vie. La régente Sophie est affaiblie par cet échec, tandis que le tsar Pierre épouse sa première femme, en 1689. Or, selon la coutume russe, un homme marié est majeur, et un tsar majeur est prêt à régner. Le tsar Pierre, qui devait donc co-régner avec son demi-frère, ne régnait bien sûr pas. Tout le pouvoir était entre les mains de la régente Sophie. En fait, il ne résidait même pas à Moscou, mais dans des bourgs des alentours. Là, pendant son enfance et son adolescence, il développe 2 grandes passions auprès de professeurs hollandais. Les arts de la guerre et ceux de la navigation et de la mer. Peu après son mariage, en août 1689, il exige que Sophie abandonne le pouvoir et s'attire bientôt le soutien de l'armée et des boyards. Un mois plus tard, il envoie également une lettre à son demi-frère Ivan en lui proposant de le libérer du fardeau des affaires de l'État. Dès lors, celui-ci ne tient plus que symboliquement le rôle de tsar. À 17 ans, Pierre devient le seul véritable souverain de Moscou. Mais pour l'instant, le pouvoir ne l'intéresse pas, ou bien il en est exclu. C'est sa mère et sa famille qui l'exercent dans les faits. Le tsar se dévoue alors à ce qui l'intéresse. S'amuser, fréquenter les militaires étrangers de la cour qui lui apprennent l'Europe, découvrir le monde maritime et organiser des exercices militaires. Sa mère meurt finalement en 1694, alors qu'il a 22 ans. Pierre entreprend à ce moment sa première initiative, la conquête du Rana de Crimée. L'objectif principal est de s'emparer d'Azov, la cité qui interdit aux Russes l'accès à la mer Noire par le Don. La campagne se solde une nouvelle fois par un échec. La garnison de la cité résiste farouchement et les troupes doivent battre en retraite à travers la steppe sous le harcèlement tatar. Les pertes sont encore plus nombreuses que lors des campagnes précédentes. Mais Pierre n'en démord pas, il veut son accès à la mer. On décide alors de lancer la construction de galères sur le style hollandais à Voronej. Lorsqu'on lance une seconde campagne en 1696, celle-ci navigue le Don en parallèle de l'armée pour pouvoir assiéger Azov par la terre et par la mer. La ville tombe quelques mois plus tard. Enfin, la Moscovie connaît un nouveau succès militaire. Le tsar souhaite pousser en ce sens et ordonne la construction à grands frais de la première véritable flotte russe. Elle coûte près d'1 année de revenus au trésor moscovite et restera inutilisable. Mais le point le plus marquant de ce début de règne, c'est sûrement le départ du tsar pour l'Europe. En 1697, il forme une grande ambassade, officiellement pour réaffirmer les liens diplomatiques avec plusieurs états ennemis des Turcs, officieusement pour découvrir ce continent qu'il ne connaît pas et y apprendre plus sur de nombreux sujets, avec en premier lieu la construction navale. Ce voyage est possible parce que le tsar ne gouvernait pas vraiment à Moscou. Les affaires de l'État étaient encore entre les mains de sa famille. Quoi qu'il en soit, ce voyage dure 16 mois et est stoppé par une révolte des Streltsy qui pousse Pierre à rentrer en Moscovie. Là, il participe activement à la répression de ceux-ci. Plus d'1 millier d'entre eux sont exécutés et ces régiments d'arquebusiers d'un autre temps sont démantelés. C'est alors que Pierre commence vraiment son règne. Il sera marqué presque entièrement par la guerre. Une guerre qui s'apprête à faire entrer la Moscovie dans le cercle des puissances européennes, la Grande Guerre du Nord. Le tsar rêve de la mer, mais il ne peut plus s'attaquer à l'Empire ottoman alors que le Habsbourg s'apprête à faire la paix avec celui-ci. Il ne reste alors qu'une option, s'en prendre à la Suède, la grande puissance d'Europe du Nord et la meilleure armée d'Europe. Ce projet est d'autant plus envisageable que Pierre a rencontré le roi de Pologne-Lituanie lors de son retour d'Europe,
Les deux souverains sont très bien entendus et, semble-t-il, se sont mis d'accord pour s'en prendre à leur ennemi commun. En parallèle, la Pologne signe un traité d'alliance avec le Danemark et Moscou fait de même en 1699. Une triple alliance se met en place. Danois et Polonais démarrent les hostilités dès le début 1700. Les Russes, eux, ne font rien, alors que Pierre avait promis de déclarer la guerre dès avril. Pourquoi ? Parce qu'à Moscou, on attend d'abord d'avoir fait la paix avec l'Empire ottoman. Il est hors de question d'avoir à subir 2 fronts alors que s'en prendre à la Suède est déjà audacieux. Celle-ci n'est signée que le 18 août 1700. Or, le même jour, le Danemark déjà vaincu signe la paix avec la Suède. Et dès le lendemain, les troupes russes marchent sur Narva. Entre-temps, les Polonais ont déjà abandonné leur propre siège de Riga, déçus du retard pris par les Russes. Les Suédois en profitent pour traverser la mer à une vitesse stupéfiante et écraser l'armée moscovite à 1 contre 3. La meilleure armée d'Europe vient, en quelques mois, de pousser le Danemark à la reddition, de repousser les Polonais et d'éliminer la menace russe. Sur son armée, le tsar, qui a quitté ses troupes lorsqu'il a appris l'arrivée des Suédois, ne récupère que 23 000 hommes et aucune pièce d'artillerie. L'heure est à la réaction. Presque toutes les ressources de l'État sont dépensées pour la guerre. On recrute en masse et fond les cloches d'église en canon. On finance le tout avec de nouveaux impôts, jusqu'à en instaurer un sur le port de la Barbe. L'armée moscovite se modernise pendant toute la durée de la guerre, devenant peu à peu une armée régulière nombreuse, capable de se passer d'officiers étrangers. Son modèle est calqué sur celui de la Suède et agrémenté d'influences polonaises, saxonnes et françaises. La Suède, de son côté, s'inquiète peu de la Moscovie. Son roi, Charles XII, la nouvelle star de l'Europe, part à la conquête de la Pologne-Lituanie. En moins de 2 ans, il prend Varsovie et Cracovie, alors que la République des 2 nations sombre dans la guerre civile. En réponse, les nobles lituaniens font appel au tsar, qui envoie une armée tenir la région, tandis qu'une autre campagne vise la conquête des côtes de la Baltique. Après la prise de plusieurs forteresses, le tsar commence en 1703 la construction de ce qui deviendra plus tard la capitale de son empire, Saint-Pétersbourg. En 1706, l'armée suédoise entre en Saxe, le duché d'origine du roi de Pologne, et ravage celui-ci. Un traité de paix est signé dans la foulée. De son côté, la Moscovie connaît des révoltes partout à l'est. Astrakhan se soulève, les Bachkirs menacent Kazan, tandis que les Cosaques du Don marchent vers Tambov. Pierre doit envoyer des détachements depuis la Baltique pour éteindre l'incendie. La Pologne matée, les troupes suédoises prennent la route de la Moscovie, puis, après s'être emparées de Grodno, bifurquent vers le sud. C'est une grave erreur stratégique. Une armée de renfort est interceptée par les Russes, tandis qu'ils pratiquent la tactique de la terre brûlée contre l'armée principale dirigée par Charles XII. Ce dernier comptait sur le soutien de l'Hetman cosaque en Petite-Russie, mais celui-ci est écrasé par les Russes avant même son arrivée. En juin 1709, les Suédois affaiblis sont anéantis à Poltava. Le roi Charles XII fuit en Turquie. Il refuse quelque temps plus tard une offre de paix moscovite. Alors soit, le tsar reprend les conquêtes. Les pays baltes actuels et la Finlande tombent rapidement, tandis que la coalition anti-suédoise se reforme. Le dernier obstacle à la paix, c'est Charles XII, qui refuse d'abandonner la moindre de ses provinces à la Moscovie. C'est seulement après sa mort, en 1718, que des pourparlers s'engagent, retardés par les trop grandes prétentions du tsar et le soutien anglais aux Suédois. La guerre a permis à la Moscovie de se doter d'une armée régulière. Elle lui offre aussi l'occasion de développer une administration moderne sur le modèle européen. Le pays est divisé en 8 provinces. On met en place un sénat qui doit remplacer le tsar lorsque celui-ci est absent de la capitale. On crée aussi 9 collèges qui tiennent le rôle de ministère, et l'église elle-même est modernisée. Sa direction est placée entre les mains d'un synode, dont les membres ont rang de fonctionnaires. Le souverain est désormais seul chef de l'église. En 1722, on instaure une table des rangs, une hiérarchie des fonctions militaires et civiles au service de l'État. S'élever dans cette hiérarchie par son mérite permet d'accéder à la noblesse, parfois même de façon héréditaire. La condition paysanne est aussi réformée. On abolit la différence entre les kolops, les esclaves, et les paysans libres. Tous sont désormais esclaves d'un seigneur ou de la couronne, et surtout, tous sont désormais soumis à l'impôt. Les mines et les manufactures se multiplient aussi à la demande de l'État. Les paysans peuvent servir servilement dans celle-ci, tout comme ils peuvent être réquisitionnés pour de grands projets. Des centaines de milliers d'entre eux meurent pour fonder Saint-Pétersbourg et les ports maritimes voulus par le tsar. Pour pouvoir financer son immense armée, il abolit aussi l'ancien système d'imposition qui reposait sur la communauté et le remplace par un impôt par tête, dû par tous les hommes adultes, bien plus efficace pour lutter contre l'évasion fiscale, tout en encourageant les paysans à augmenter la taille des terres cultivées. En 1718, Pierre fait aussi condamner à mort son fils aîné qui ne partage pas ses visions pour l'État russe et s'est exilé un temps en Autriche. Après avoir usé du mensonge pour le faire entrer à Moscou, on invente un complot pour l'y faire mourir.
La paix avec la Suède n'est signée qu'en 1721. La Moscovie y remporte le littoral de la Baltique dont elle rêvait depuis plus d'un siècle. Mais le tsar vit pour la guerre. L'année suivante, il s'attaque à la Perse et il gagne tout le littoral occidental de la mer Caspienne. Après le traité avec la Suède, le tsar s'était fait décerner par le Sénat les titres de Pierre le Grand, père de la patrie et empereur de toutes les Russies. Ainsi naît l'Empire de Russie. Le tsar se revendique héritier des impérateurs romains, la troisième Rome, héritière de la première. L'empereur meurt finalement le 26 janvier 1725. Il ne laisse derrière lui aucun testament. Lui qui est allé jusqu'à condamner à mort son propre fils pour qu'il ne trahisse pas sa vision de la Russie, est incapable de désigner celui qui devrait poursuivre son œuvre, abandonnant l'État corrompu aux griffes de ses favoris. Pierre le Grand laisse derrière lui plusieurs héritiers potentiels. Ses petits-enfants, nés du fils qu'il a fait exécuter, les enfants de son demi-frère Ivan, et sa dernière femme, Catherine, qui souhaitait sûrement voir lui succéder. La vieille aristocratie russe se prononce en faveur du petit-fils du tsar défunt. Ses anciens favoris, en revanche, défendent Catherine. Or, c'est cette dernière qui a la main sur le trésor, et c'est donc elle que les troupes de la garde impériale suivent, jusqu'à pousser par un quasi-coup d'état à son élection. La Russie connaît sa première tsarine. Elle ne gouverne pas vraiment. Le pouvoir réel reste entre les mains des anciens favoris de Pierre le Grand, et elle meurt seulement 2 ans après son couronnement, en 1727. Lui succède Pierre II, le petit-fils de Pierre le Grand, qui ne garde lui-même la couronne que 3 ans avant de mourir prématurément à 16 ans. Les grandes familles russes s'affrontent alors pour désigner son successeur, et posent leur dévolu sur Anne, la fille du tsar Ivan, le demi-frère de Pierre le Grand, surtout parce qu'elle a vécu toute sa vie loin de Moscou et n'a donc aucun partisan. Ça permet aux grandes familles d'imposer leurs conditions à la nouvelle tsarine. Ils cherchent à mettre en place une monarchie constitutionnelle, laissant la réalité du pouvoir entre les mains d'un haut conseil composé de 8 membres. La noblesse s'y oppose, et pire, la garde s'y oppose. Dès son arrivée à Moscou, l'impératrice Anne, soutenue par celle-ci, déchire les conditions qu'elle avait préalablement acceptées. La Russie restera une autocratie. Avant de devenir tsarine à Moscou, Anne était duchesse de Courlande, un territoire conquis pendant la Grande Guerre du Nord. Alors, quand elle arrive au pouvoir, elle amène avec elle ses favoris qui gagnent les meilleures fonctions de l'État. Ce sont des Danois, des Prussiens, des Westphaliens, des Livoniens, des Courlandais, tous de nouveaux Russes, vus comme des étrangers par la noblesse et le peuple, qui les appellent alors tous Allemands. Sous son règne, Saint-Pétersbourg devient pour de bon la nouvelle capitale de l'Empire. De là, la tsarine se repose sur sa police secrète pour faire régner la terreur. Plus de 20 000 personnes sont déportées en Sibérie jusqu'à sa mort, et les exécutions ne sont pas rares. La politique du gouvernement de l'impératrice s'illustre par son absence totale de vision politique. Elle n'a pas de grande idée pour la Russie comme Pierre le Grand, et elle se désintéresse des affaires de l'État. Le pouvoir est entre les mains de ses favoris, et tous ont des visions différentes, en plus de s'enrichir aux dépens du pays, ce qui n'a rien de nouveau pour le coup. Ainsi, on passe des réformes modernistes par-ci, d'autres conservatrices par-là. La situation des paysans, en tout cas, se dégrade encore. Ils perdent tous leurs droits et sont tous, désormais, esclaves d'un propriétaire héréditaire ou de la couronne. Le seul moyen d'échapper à cette situation misérable est la fuite. Bon nombre d'entre eux se tournent vers le brigandage pour survivre. Sur le plan extérieur, l'armée russe s'engage dans la guerre de succession de Pologne pour soutenir les prétentions au trône de l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste. Pour la première fois, Russes, Autrichiens et Prussiens interviennent conjointement en Pologne pour y avancer leurs propres intérêts. Une situation qui ne manquera pas de se répéter. Second théâtre des opérations, l'Empire ottoman. La Russie continue de subir des raids de la part des Tatars de Crimée, vassaux des Turcs, tandis qu'elle aimerait bien mettre la main sur la deuxième moitié de la petite Russie. En 1732 puis 35, elle passe des traités d'alliance avec la Perse, lui restituant les provinces prises par Pierre le Grand 10 ans plus tôt. Et en 1736, on reprend Azov, qui avait été perdu pendant la Grande Guerre du Nord, puis les autres villes de Crimée. L'année suivante, les troupes russes prennent la route de la Moldavie, et après l'échec de pourparlers, s'emparent d'Otchakov en 1739, avant d'écraser l'armée turque à Stavouchani, et de pousser jusqu'à Iassi. C'est à ce moment que l'Autriche signe une paix séparée avec les Ottomans, forçant la Russie à négocier de son côté. Avec cette guerre qui a coûté la vie à 100 000 Russes, l'Empire ne gagne qu'Azov et la steppe environnante. Ces navires n'ont même pas le droit de naviguer en mer Noire. L'impératrice Anne meurt finalement en 1740 sans enfant. Elle désigne comme héritier le fils de sa nièce, âgé d'à peine 2 mois. Sa mère récupère le rôle de régente. En parallèle éclate la guerre de succession d'Autriche en Europe. La Suède, encouragée par la France et la Prusse, en profite pour déclarer la guerre à la Russie avec 2 objectifs.
récupérer les provinces baltes et provoquer un coup d'état pour renverser le gouvernement de régence russe pro-autrichien, afin qu'il n'entre pas en guerre contre la France ou la Prusse. Dans la nuit du 24 au 25 novembre, Élisabeth, la dernière fille vivante de Pierre le Grand, s'empare du pouvoir avec le soutien de la garde et fait arrêter les principaux conseillers de la régente. D'abord très active à la tête de l'État, elle finira par s'en désintéresser au fil des années et laisser le pouvoir entre les mains de ses proches. Elle utilise pendant tout son règne une part considérable des revenus de l'État pour satisfaire ses besoins, là où pendant le règne de Pierre le Grand, près de 90% des ressources étaient utilisées pour l'armée. Puisqu'on ne peut pas se passer de celle-ci, il faut donc augmenter les revenus pour payer le faste de la cour, et ça passe par l'augmentation des impôts, et donc l'aggravation de la condition paysanne qui représente 96% de la population. C'est d'autant plus grave que ni la noblesse ni le clergé ne payent d'impôts. Le propriétaire terrien peut déplacer, vendre, échanger et léguer comme bon lui semble les serfs qui lui appartiennent. Il peut aussi le juger, le punir et même le déporter en Sibérie. Si c'est le cas, le serf déporté doit partir avec sa femme, mais ses enfants restent au service du propriétaire. Pour combler la baisse de revenus liée aux fuites des serfs, l'État augmente ou crée des taxes sur le sel et la vodka, dont les prix explosent. Le système s'étend aussi en Petite Russie, l'Ukraine actuelle, qui jusqu'ici avait deux particularités: l'auto-administration des Cosaques, qui choisissaient eux-mêmes leur hetman, et l'absence de servage, puisque les paysans pouvaient offrir leurs services aux seigneurs de leur choix. On inscrit désormais dans la loi qu'un paysan ukrainien doit abandonner tous ses biens s'il décide de quitter son seigneur. En parallèle, le gouvernement supprime les douanes à l'intérieur du pays afin que le commerce intérieur puisse se développer. Il connaît dès lors un véritable essor. Sur le plan extérieur, le règne d'Élisabeth commence en plein milieu d'une guerre contre la Suède, mais celle-ci ne resplendit plus comme avant. Et surtout, la Russie a désormais l'une des plus grandes armées d'Europe. Ses troupes, toutefois, sont encore loin d'être de grande qualité. Les Suédois sont rapidement repoussés, et en 1743, Élisabeth ajoute à ses domaines une petite partie de la Finlande. 3 ans plus tard, la Russie signe un traité avec l'Autriche et engage 30 000 hommes pour la soutenir dans sa guerre de succession, ce qui pousse les autres belligérants à mettre un terme au conflit. Le concert diplomatique s'agite intensément après cette guerre. On assiste à un revirement des alliances, alors que la France et l'Autriche se rapprochent, se trouvant des ennemis communs dans la Prusse et la Grande-Bretagne. La Russie, elle, est courtisée par les deux blocs. Un fort parti français se développe à Saint-Pétersbourg, mais les Britanniques proposent des sommes très importantes en échange de la protection du Hanovre par les troupes russes. Mais alors que les deux pays sont sur le point de signer le traité, les Britanniques font volte-face et s'entendent plutôt avec la Prusse. Humiliés, les Russes signent un traité d'alliance avec la France et l'Autriche le 1er mai 1757, près d'un an après que le roi de Prusse Frédéric II soit entré en Saxe avec son armée. La Russie rejoint alors la guerre de 7 ans. Dès l'été, les troupes russes entrent en Prusse orientale et défont les Prussiens, mais le maréchal russe hésite à poursuivre l'avancée. En août 1758, Frédéric II repousse l'armée russe près de Zondorf, mais subit lui-même une défaite l'année suivante, à Kunnersdorf. La Prusse résiste désespérément contre 3 armées. En octobre 1760, les troupes russes entrent dans Berlin, et un an plus tard, font tomber la Poméranie. La Prusse est perdue. Mais quand la nouvelle arrive à Saint-Pétersbourg, l'impératrice Élisabeth n'est déjà plus de ce monde. Son héritier, l'empereur Pierre III, qui a été élevé en Allemagne et parle mal le russe, est un grand fan de Frédéric II. Il fait tout comme lui, et sa femme, Catherine, est plutôt favorable à la Grande-Bretagne. Il n'a que faire du prix qu'a payé son empire pour conquérir la Prusse. Dès son arrivée au pouvoir, il donne l'ordre à l'armée de cesser les opérations. Frédéric II est sauvé par un miracle. Le nouvel empereur suscite un mépris général, s'entoure d'une garde composée de déserteurs prussiens, s'en prend à l'église orthodoxe et prépare une guerre contre le Danemark pour étendre le duché d'Holstein, où il est né et dont il est le duc depuis des décennies. Rien de particulièrement choquant en fait, sinon pour le coup de la paix abrupte avec la Prusse. Il ne semble pas être un pire empereur que l'avait été l'impératrice Anne, par exemple. Pourtant, son règne ne dure que quelques mois au cours desquels il passe de bonnes réformes d'ailleurs. Il n'est pas renversé pour son comportement, les Russes ont l'habitude des empereurs moyens. Rien ne l'aurait empêché d'abandonner le pouvoir à quelques favoris. Non, ce qui l'entraîne vers sa chute, c'est l'ambition débordante de son impératrice. Les conjurés qui renversent Pierre III sont peu nombreux. Tout le mérite revient encore une fois à la garde impériale qui soutient le coup de Catherine après avoir entendu des rumeurs sur son démantèlement. On a eu peur de connaître le même sort que Estrelsi et de Pierre le Grand. L'empereur aurait pu fuir par la mer, rejoindre la Poméranie où stationnait encore l'armée russe. Il n'en fait rien, trop indécis pour aller contre son sort. Quelque temps plus tard, il meurt dans des circonstances inconnues, officiellement de maladie.
Catherine est élue impératrice de toutes les Russies. C'est une Allemande qui n'a aucun lien avec la Russie, sinon celui d'avoir épousé le duc d'Holstein. Elle en sera pas moins l'impératrice la plus efficace qu'ait connue le pays depuis Pierre le Grand, la seule, depuis longtemps, à prendre en main elle-même les affaires de l'État. Très cultivée, elle tiendra pendant tout son règne une correspondance avec énormément d'étrangers, parraine les plus grands écrivains de son époque, comme Voltaire ou Diderot. Elle se présente comme l'exemple du monarque éclairé et fait constamment la publicité de l'Empire russe dans le reste de l'Europe. En réalité, elle instrumentalise les théories politiques des Lumières. Jamais elle ne remet en question son statut d'autocrate toute puissante. Jamais non plus elle ne cherche à libérer les paysans de leur statut d'esclaves. Pire, elle l'aggrave. Son règne voit d'ailleurs se dérouler les plus grandes révoltes paysannes qu'ait connu l'Empire. Des centaines de milliers d'entre eux prennent les armes pour abolir leurs conditions d'esclaves et sont écrasés dans le sang par l'armée. Elle distribue d'ailleurs les serfs de la couronne par dizaines de milliers à ses favoris, et étend pour de bon le servage à la petite Russie. Catherine II est l'impératrice de la noblesse. Tout son règne et toutes ses réformes sont faites pour contenter celle-ci. Elle reçoit énormément de privilèges et devient, contrairement à la paysannerie, véritablement libre. C'est d'ailleurs sous son règne qu'est formalisée la propriété privée en Russie. Les premiers titres de propriété officiels sont décernés en 1785. La noblesse pour autant n'est pas riche, à l'exception de quelques familles très spécifiques. Beaucoup de nobles vivent dans la pauvreté, exploitent eux-mêmes leurs terres, mangent avec leurs serfs, et n'ont pas les moyens de donner une éducation à leurs enfants. Cette situation s'explique par le morcellement quasi systématique des terres entre les différents héritiers. La plupart des villages sont partagés entre plusieurs propriétaires. On a l'exemple d'un village de 260 paysans seulement, appartenant à 83 propriétaires. En parallèle, l'administration se modernise et se complexifie intensément pendant le règne de Catherine II. On voit apparaître partout de nouvelles divisions territoriales. Ce qui demandait auparavant une quinzaine de fonctionnaires en prend maintenant une centaine. C'est aussi pendant son règne qu'apparaissent les premières colonies russes en Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Californie, pour y récupérer de la fourrure qui se vend à prix d'or en Europe et en Chine. Lorsque l'impératrice arrive au pouvoir, les revenus annuels de l'État s'élèvent à 17 millions de roubles. À sa mort, ils en atteignent 80 millions. Les augmentations d'impôts, l'imprimerie de papier-monnaie et les dettes doivent entretenir la politique étrangère de l'impératrice, qui commence dès 1763 par l'intervention de troupes russes en Pologne après la mort de son roi pour y défendre l'élection d'un candidat pro-russe, qui d'ailleurs a été l'amant de Catherine II 10 ans plus tôt. En accord avec le roi de Prusse Frédéric II, les Russes se font aussi défenseurs des dissidents, c'est-à-dire des orthodoxes et des protestants polonais, dont on demande à ce qu'ils reçoivent les mêmes droits politiques que les catholiques, ce qui n'a d'ailleurs pas le cas en Russie ou en Prusse. Après l'arrestation des opposants, la Diète passe cette réforme en 1767, ce qui provoque la formation de la Confédération du Bar, une ligue de nobles polonais opposés à l'influence russe. La situation dégénère en conflit armé. Explose en parallèle un soulèvement en Petite Russie polonaise où cosaques et paysans s'en prennent à leur seigneur. Ils s'attaquent même à la ville de Balta, en Moldavie, donc en territoire turc. Le sultan pose alors un ultimatum à l'impératrice, lui demandant de retirer ses troupes de Pologne, ce qu'elle refuse. Encouragé par la France, l'Empire ottoman déclare alors la guerre à la Russie. La lutte se fait sur deux fronts. En Pologne, contre les confédérés du Bar, qui ont levé une véritable armée, et contre la Turquie, face à laquelle on s'empare rapidement de Yassi et de Bucarest. Mieux encore, la flotte turque est anéantie dans la baie de Tchesmé par la flotte de la Baltique. Pour la première fois, la Russie écrase un adversaire en Méditerranée. Ces victoires commencent à inquiéter les voisins. Prussiens et Autrichiens se rapprochent et poussent pour servir de médiateurs dans le conflit. Ils réclament aussi des compensations. Si la Russie s'étend, il serait juste, pour maintenir l'équilibre, qu'ils en fassent de même. Naît alors l'idée d'une partition de la Pologne. En 1772, les trois États signent un traité. La Russie récupère des terres en Biélorussie actuelle, l'Autriche en obtient au sud, tandis que la Prusse gagne le droit de relier ses territoires. Avec ce partage, la Pologne-Lituanie perd près d'un tiers de ses territoires et de sa population. Ce partage était la condition à une victoire contre les Turcs. Le traité passé avec ceux-ci en 1774 offre les rives de la mer Noire et la Karbada à Saint-Pétersbourg, tandis que le Rana de Crimée devient un état fantoche russe. Celui-ci est annexé 9 ans plus tard. On fonde alors Sébastopol et la flotte de la mer Noire. Cette annexion viole le traité signé avec les Turcs. En réponse, ceux-ci déclarent une nouvelle fois la guerre à sa turbulente voisine. La Russie s'impose encore une fois sur terre et sur mer. Elle gagne, en 1792, une part supplémentaire du littoral de la mer Noire. Là, on fonde Odessa. Alors qu'à l'ouest commencent les guerres de la Révolution française, à l'est, on se partage la Pologne.
Le pays est annexé après les partages de 1793 et 96. Pour la première fois de l'histoire moderne européenne, un grand État disparaît complètement. La Russie, elle, est plus grande que jamais. Lorsque Catherine II arrive au pouvoir, elle comptait 19 millions d'habitants. En 1796, à sa mort, elle en compte 36 millions. Un siècle auparavant, personne en Europe ne prenait la Moscovie au sérieux. On la jugeait tout juste capable d'affronter les Tatars à l'est. À la mort de Catherine II, l'Empire de Russie est une grande puissance sans laquelle il n'est plus possible de composer. S'il ne lui a fallu qu'un siècle pour s'élever, il ne lui en faudra pas plus pour s'effondrer dans le fracas de la pire guerre civile qu'ait connue l'Europe. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que vous avez en description un lien pour profiter d'une réduction sur votre abonnement chez Inconi. C'est un sponsor régulier de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'hab, merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne. Le mois prochain, on clôt cette série sur la Russie avec un 3e et dernier épisode. Et un peu plus tard, à l'avenir, on parlera de l'histoire de la Pologne, en 2 épisodes sûrement. Bref, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'histoire.